Ne croyez pas à ce que les gens disent, ni à ce que vous vous dites à vous-même, que vous ne parviendrez plus à devenir une personne remarquable dans ce monde. Le monde a besoin de vous, quel que soit votre âge. Vous avez 60, 40, 90 ans, le monde a besoin de vous. Bonjour, bienvenue à Be Different. Faites un petit pouce bleu, likez, inscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications si ce n'est déjà fait. Ça ne vous coûte rien, ça permet que vous puissiez rester au courant des prochaines vidéos. Une vidéo très rapide, mais très profonde, parce que nous allons traiter un livre aussi que vous pouvez lire très rapidement, mais aussi qui est bourré de leçons. Les bonnes choses n'ont pas besoin d'être grandes. Le livre d'aujourd'hui est un livre que vous devriez absolument lire dans votre vie d'entrepreneur ou bien dans votre vie de tous les jours. C'est un livre qui a des éléments assez intéressants, assez pratiques d'ailleurs, qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. De quel livre est-ce qu'il s'agit? Alors ne faisons pas durer le suspense, il s'agit de Le Fonceur, The Go-Getter, comme on le dit en anglais. Alors, Le Fonceur a été écrit par Peter B. Kine. Qui était Peter B. Kine? Son vrai nom c'est Peter Bernhard Kine. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur Peter Bernhard Kine, à part le fait qu'il est né en 1880 et il est mort en 1957. Il est né à San Francisco, il est mort à San Francisco en Californie aux États-Unis. Alors, la plupart de ses œuvres, il a écrit des romans. Le fait intéressant que j'ai trouvé assez intéressant, qui peut peut-être expliquer pourquoi il a écrit Le Fonceur, à 18 ans, il trafique son âge parce qu'il veut entrer dans l'armée. Et donc, c'est l'une des raisons probablement pour laquelle il a écrit le livre Le Fonceur. En 1914, donc, il participe bien sûr à la Première Guerre mondiale et il était capitaine du 144e régiment d'artillerie. Donc, Peter Bernhard Kine, voilà grosso modo ce que j'ai pu trouver sur lui. Alors, le fait qui est intéressant aussi, qu'on peut noter, c'est que la plupart de ses œuvres ont été tournées d'abord dans des films muets et puis dans des films actifs. Donc, il a une centaine d'œuvres qui ont été réalisées en cinéma. Donc, c'est assez intéressant. C'est certainement un auteur qui avait des récits poignants. Maintenant, passons au résumé du livre. Alors, de quoi est fait ce livre? En fait, les protagonistes du livre, il y a par exemple Alden Rick qui est vieux et qui possède une société où ce sont ses gendres qui gèrent cette société. Un certain homme, William Peck, un blessé de guerre, est retourné à la vie civile, décide de chercher un emploi parce qu'il faut vivre. Après la guerre, il faut pouvoir vivre. William Peck, donc cet ancien officier de l'armée, est un soldat blessé et il est de retour à la vie civile et il cherche un emploi. Et sa recherche d'un emploi, il ne se limite pas à chercher un emploi. En fait, il veut arracher un emploi, d'après le récit lui-même. Alors, c'est intéressant d'aller lire le récit parce que vous voyez ici la rage et la conviction de quelqu'un qui veut quelque chose. Alors, rappelons-nous que nous sommes dans le début du XXe siècle, donc nous sommes au début des années 1900, et l'emploi à cette époque est la chose qu'il faut absolument faire. L'emploi est la chose qu'il faut chercher. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque, c'était vraiment la chose à faire. Il décide, ce William Peck, d'aller rencontrer directement Alden Rick. Les faits saillants de ce livre sont que, premièrement, William Peck cherche à arracher un emploi. L'état d'esprit avec lequel il va affronter cette difficulté ou bien la situation et le handicap qu'il a sont apparemment des choses qui jouent contre lui. Mais il va les utiliser en sa faveur. Une fois qu'il a arraché cet emploi, alors notez bien le terme arracher l'emploi, il est devenu le meilleur vendeur d'un bois puant qu'on lui donne, en fait, pour se débarrasser de lui, parce que comme c'est un homme blessé, on ne voulait pas de lui, et puis il avait déjà dépassé un certain âge. On ne voulait pas de lui. Donc, les personnes qui géraient les sociétés de M. Alden Rick ne voulaient pas de lui.
parce qu'il était non seulement un soldat blessé, il avait dépassé l'âge de 30 ans. Donc, on voulait se débarrasser de lui. On lui a dit, ok, comme tu viens dans cette société, nous allons te donner un arbre puant, alors vraiment puant, que tout le monde refuse. Et si tu réussis à vendre l'essence de cet arbre auprès des scieries, eh bien, on va t'engager. Ben, écoutez, le gars, disait le livre, vous allez découvrir ce qui s'est réellement passé avec cette mission quasi impossible. À la suite de cela, il a tellement impressionné que c'était difficile pour beaucoup de personnes, pour les deux capitaines d'industrie qui étaient les gendres de M. Heldenrich, c'était difficile pour eux d'admettre qu'une personne comme celle-là ait réussi ou bien est arrivée à bout d'un défi et de quelle façon. Alors, il se propose de lui donner un autre défi. Alors ça, c'est le défi que Heldenrich, lui-même le propriétaire des différentes sociétés, avait créé. On lui dit d'aller rechercher un vase extrêmement précieux. Et on fait tout pour qu'il ne réussisse pas à rapporter ce vase. Donc, le jeu en vaut la chandelle. C'est un livre extrêmement puissant avec des séquences d'action qui vous empêcheront de fermer le livre. Et passons à la phase des morceaux choisis. Le premier morceau choisi, eh bien, je l'ai pris, la page 18 et le paragraphe 3. Nous vivons dans le monde de l'homme habile et tenace, Monsieur Skinner, et non pas dans le monde d'un vieil homme. Ne vous avisez jamais de l'oublier. Sachez que les fonceurs de ce monde ont plus souvent qu'autrement moins de 30 ans. Ici, c'est une discussion avec Papy Briggs où on parle de William Peck. On estime que William Peck, parce qu'il a dépassé l'âge de 30 ans, il n'est plus rentable. Déjà un a priori vis-à-vis de cet officier militaire blessé. Quelle est notre attitude quand nous rencontrons souvent des gens qui sont diminués d'une certaine façon? Le plus important dans ce point n'est pas l'apparence de la personne. C'est que beaucoup de gens ont l'excusite de l'âge. Je n'ai pas l'âge qu'il faut. Oh, à mon âge, je n'ai plus le temps de faire cet investissement. Oh, je n'ai plus le temps d'apprendre ceci. Oh, j'ai déjà 40 ans. Je ne peux plus réussir. Ma vie est finie. Beaucoup de personnes ont l'excusite de l'âge. Est-ce que vous avez l'excusite de l'âge? L'excusite de l'âge est un excusite ou bien c'est un creuset pour des talents, des grands talents. Vous avez un talent énorme. Si vous avez dépassé l'âge de 40 ans, vous avez un grand talent. Ne croyez pas à ce que les gens disent, ni à ce que vous vous dites à vous-même que vous ne parviendrez plus à devenir une personne remarquable dans ce monde. Le monde a besoin de vous, quel que soit votre âge. Vous avez 60, 40, 90 ans, le monde a besoin de vous. Tant que vous respirez encore, vous êtes d'une utilité profonde. Le deuxième morceau choisi, je l'ai pris à la page 79. C'est M. William Peck qui parle. Ce vieillard, cet ancien soldat blessé. Écoutez ce qu'il dit. On m'a appris à tenir mes promesses, même quand elles m'apparaissent après coup d'une bêtise extrême. On m'a appris à y être fidèle. À temps, si possible, mais si ça ne l'est pas, d'y être fidèle de toute façon. Beaucoup de personnes n'ont plus la valeur de la parole donnée. Beaucoup de personnes ne croient plus à la valeur de la parole donnée. Beaucoup de personnes n'attribuent plus une importance à la parole donnée. Est-ce que c'est votre cas? Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, il est extrêmement important de tenir parole. Même lorsque il devient difficile de tenir parole vis-à-vis d'une promesse que nous avons donnée. Auparavant, il est important de tenir parole. Ou alors de négocier un nouvel accord par rapport aux paroles que nous avons données, mais il est important parce que les gens qui tiennent parole, ce sont des gens responsables. Le respect de la parole donnée est une preuve de responsabilité individuelle. Et la responsabilité individuelle est au cœur de la transformation que nous voulons que cette société d'aujourd'hui acquiert. Cette transformation qui permet de devenir différent pour avoir un monde différent, un monde plus responsable, un monde plus respectueux de la parole donnée. Est-ce que votre parole donnée vaut plus que la signature que vous apposez sur votre chèque? Est-ce que quand vous dites « je serai là à 15 heures », vous êtes là exactement à 15 heures? Ce vieillard, William Peck, nous donne une leçon remarquable.
il faut tenir parole. Il faut tenir nos engagements, quoi qu'il nous en coûte. Troisième morceau choisi, et là c'est à la page 100, des paragraphes 1 et 2. Écoutez ce qu'il dit. La première règle d'un fonceur consiste à ne jamais accepter un non comme une réponse. Cependant, dans votre quête d'un éventuel oui, vous devez bien jouer vos cartes. Comment pouvez-vous contourner ces obstacles sans vous mettre les pieds dans le plat? Premièrement, assurez-vous que la personne qui vous accordera ce oui détient vraiment le pouvoir et l'influence dont vous avez besoin pour ne pas vous laisser freiner par tous les skinners du monde. Cela ne vous avancera à rien de réussir auprès de quelqu'un dont la décision ne soulèvera ensuite que de l'opposition ou de la critique. Deuxièmement, à l'exemple de Bill Peck, ne tenez pas un oui pour acquis. Rappelez-vous que tout oui est une occasion et non un cadeau. Beaucoup de personnes, surtout dans le monde de la vente, et je reconnais que je faisais partie de ces personnes, quand on disait non, on s'arrêtait. Pourtant, William Peck nous montre ici que dire non est l'occasion de bien affûter ses armes. Lorsque dans la vente, vous recevez un non, affûtez bien votre arme. Lorsque dans la vente, vous recevez un non, sachez qu'il y a une objection qui n'a pas été traitée. Cherchez cette objection, repérez cette objection, traitez-la. Le côté insidieux du oui, c'est de devoir dormir sur ses lauriers. Mais Bill nous rappelle qu'un oui n'est pas un cadeau. Un oui, c'est bien, mais il faut travailler à le conserver. Lorsque nous sommes dans notre activité, avec les personnes auxquelles nous voulons vendre quelque chose, le oui ne garantit pas que cette chose est totalement acquise. Nous devons continuellement garder le oui comme quelque chose de vivant, comme quelque chose qui va nous permettre de continuer et de passer à un niveau supérieur. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette vidéo? Bernard Biekheim, avec le livre Le Fonceur, traite des points extrêmement importants, des qualités qu'une personne doit cultiver pour devenir un fonceur. Le monde d'aujourd'hui a besoin de fonceurs. Le monde d'aujourd'hui a absolument besoin des fonceurs. Parce que le monde d'aujourd'hui, et l'Afrique en particulier, le Cameroun en particulier, a besoin de personnes qui puissent le construire, le reconstruire, le bâtir. Le monde d'aujourd'hui a un avenir brillant, mais uniquement pour les fonceurs, pour ceux qui voient. Mais une question doit se poser. Êtes-vous un fonceur? Si oui, vers quoi foncez-vous? Avez-vous clairement défini l'objectif vers lequel vous foncez? Si ce n'est pas fait, bâtissez-vous un objectif que vous pouvez poursuivre. Et poursuivez cet objectif jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Et pour véritablement être un vrai fonceur, une fois que vous avez défini votre but, c'est à ce moment que vous devez commencer à foncer. Rappelez-vous les paroles de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Pour que vous soyez un fonceur, définissez votre cause et foncez-y. Foncez pour améliorer la vie de vos contemporains, pour améliorer votre vie et vous offrir la vie dont vous avez besoin. Et c'est de ça que nous avons besoin pour être différents, pour devenir une personne qui peut faire la différence dans ce monde et qui peut apporter aux autres le soulagement dans les difficultés qu'ils rencontrent et vous offrir à vous-même la vie que vous méritez.